Mars 2025, Thomas Arguera annonce qu'il quitte sa carrière de rêve en cybersécurité pour une réelle quête de sens, pour explorer, apprendre, vibrer et se lancer dans des projets fous. Il a fallu beaucoup de force psychologique et cognitive pour réussir à se dire « Allez, je bouge quand même ». Ça a été très dur de quitter quelque chose qui était sûr pour aller vers quelque chose en fait où là, j'ai aucune garantie de revenus, je sais pas ce que je vais faire de cette activité-là, etc. Mais malgré tout, je suis 100% aligné. Je suis plus en paix maintenant dans ce chaos et cette incertitude, même si honnêtement, elle est aussi très dure à gérer. Donc comment vous vous sentez? Comment tu te sens? Ça va, tu te sens bien? Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Grâce à un livre en compagnie de Thomas. Merci Bonjour. Thomas d'être ici. Merci Naomi de m'avoir invité. On est dans une très belle villa, dans une villa d'un copain que j'ai rencontré ici à Bali. Donc on a été très bien accueillis. Merci beaucoup Loris. Merci Loris. Donc sur Grâce à un livre, j'interviewe des entrepreneurs, des personnes qui ont osé changer de vie, notamment grâce à un livre en particulier ou grâce à tous les livres qu'ils ont lus durant leur parcours. Et nous nous sommes rencontrés hier, on vient à peine de se rencontrer, ça c'est trop drôle. Ouais. Et pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, je t'avais envoyé une invitation sur LinkedIn, parce que j'aimais bien la manière dont tu écrivais, dont tu t'exprimais. Et finalement, on se retrouve ici à Bali parce que tu es depuis un mois ici, c'est ça? 2 mois, ouais, 2 mois et demi à peu près. Et donc du coup, on s'est rencontrés hier, on a beaucoup discuté. Beaucoup et de points j'ai communs. adoré, exactement, on a eu beaucoup de points communs et surtout j'ai adoré la manière dont tu lisais et que tu expérimentais justement ce que tu lisais par rapport à tes lectures, etc. Ouais. Et est-ce que tu pourrais, enfin plutôt, comment tu aimerais te présenter aujourd'hui surtout? Pas facile. Du coup, je m'appelle Thomas. Je suis dans une période de transition dans ma vie qui est vraiment très charnière parce que je viens de quitter un travail en cybersécurité. C'était un travail dans le monde du conseil. Donc, je travaillais vraiment comme consultant et j'aidais des grandes organisations, des grands groupes du CAC 40 à sécuriser leur système informatique globalement. Et j'étais spécialisé sur la sécurité des systèmes d'intelligence artificielle plus particulièrement. Donc c'était un travail que j'aimais et qui m'animait aussi, qui était très stimulant intellectuellement, mais j'y trouvais pas complètement la flamme, en tout cas l'étincelle. Et j'aspirais à avoir quelque chose qui m'anime beaucoup plus. Donc j'ai quitté ce travail-là en fin mars, et donc ça fait 2 mois et demi que j'ai commencé cette nouvelle aventure autour de la création de contenu, et mes sujets tournent plutôt autour du développement personnel. J'ai pas encore complètement une ligne éditoriale qui est très claire, j'ai pas un angle très fort encore, mais je travaille beaucoup de compétences de fond en ce moment, dont la créativité, on va en parler aujourd'hui, l'écriture aussi, et je poste régulièrement sur les réseaux. Mon réseau, moi, de prédilection, c'est plutôt LinkedIn, parce que c'est un réseau d'idées et j'aime bien plutôt l'écrit aussi, je suis plus à l'aise à l'écrit, peut-être que j'arriverai sur Instagram à un moment donné, mais donc voilà, et donc et le livre potentiellement dont on va parler aujourd'hui est en tout cas quelque chose qui est vraiment pilier dans ce sur quoi je travaille dans cette phase de transition. Et c'est super intéressant parce que, comme je t'en avais déjà parlé, sur Grâce à un livre, j'interviewe des personnes qui ont un livre à recommander, qui ont changé leur vie. Et toi, tu es en train de lire ce livre dont tu vas nous parler. Ouais. Et c'est intéressant de voir vraiment la phase d'introspection et comment tu lis en fait des livres. Et ça pourrait être intéressant pour ma communauté parce qu'il y en a beaucoup qui lisent énormément de livres, mais n'arrivent pas vraiment à en tirer le meilleur et tous les bénéfices que peut apporter un livre. Et c'est ça que j'ai vraiment envie d'apporter dans cet échange-là. J'aimerais vraiment déjà que tu m'en parles davantage de du avant d'être venu ici. Et combien de temps ça t'a pris pour vraiment quitter ton job? Et une autre question aussi, est-ce que tu lisais des livres à ce moment-là? Au moment où tu as voulu quitter ton job? Ouais, tout à fait. Alors, ta première question, c'est comment je me sentais avant, c'est ça, de quitter mon job. En fait,
c'est un processus qui a été très long de prendre la décision de partir. C'est en 2023 que j'ai eu le déclic de vraiment me dire « Ok, c'est plus ça que je veux faire ». Et à un moment donné, il va falloir que je parte. Et en fait, j'ai fait un voyage solo au Guatemala pendant 5 semaines. Et là-bas, j'ai vécu, j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir, de prendre du recul aussi sur ma vie, de sortir la tête du guidon et de prendre un petit peu de hauteur. Et je me suis vu en fait dans 10 ans plus tard. Et j'ai vu à quoi ma vie ressemblerait si je ne bougeais pas dans mon travail. Parce que le monde de conseil, c'est un monde où la progression elle est très normée. On sait à peu près dans combien de temps on va passer tel grade, on aura telle augmentation. Et même si mon travail en pratique évoluait beaucoup chaque année, parce que je prenais beaucoup de responsabilités, je regardais les managers, les senior managers qui étaient à 5-10 ans en avance sur moi, et ça ne m'inspirait pas de devenir comme eux. Donc j'ai eu ce déclic-là, et après, ça a pris vraiment 2 ans, 3 ans presque de réussir à faire le move, de quitter mon travail, etc. Parce que j'étais dans ce que j'appelle, et peut-être que j'aspire aujourd'hui à aider des personnes qui sont dans cette situation-là, dans la situation d'inertie psychologique, c'est-à-dire que ma situation n'était pas suffisamment mauvaise pour avoir le gros ras-de-bol, la goutte d'eau pour quitter mon travail et faire quelque chose. C'était quand même un travail qui était hyper stimulant, les gens avec qui je travaillais étaient géniaux. Moi, j'ai trouvé mon compte intellectuellement, j'apprenais plein de choses, j'apprenais plein de soft skills. En fait, j'aimais bien toute la forme de ce que j'apprenais, à parler en public, à former des gens, à mener des projets. Donc ça, j'ai adoré avoir ce bagage-là. Mais j'y trouvais pas le fond, le sens, le pourquoi je fais ça en fait, pourquoi est-ce que je sécurise des grosses boîtes du CAC 40, est-ce que c'est ça ma mission, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire. Donc voilà, mais le fait que ce soit ni bon ni vrai, enfin pas extrêmement bon, je pense que j'étais à 80% de ce que ça me plaisait, etc. Mais moi j'aspire à être à 100% dans ma vie, mais en même temps c'était pas mauvais, donc vraiment il a fallu beaucoup de force psychologique et cognitive pour réussir à se dire allez, je bouge quand même, et ça a été très dur de quitter quelque chose qui était sûr pour aller vers quelque chose en fait où là j'ai aucune garantie de revenus, je ne sais pas ce que je vais faire de cette activité-là, etc. Mais malgré tout, je suis 100% aligné. Je suis plus aligné maintenant et je suis en paix. Je suis plus en paix maintenant dans ce chaos et cette incertitude, même si honnêtement, elle est aussi très dure à gérer. Hein. Toi, tu vis probablement aussi ça, mais t'as des ups and downs qui sont vraiment… c'est les montagnes russes par rapport à mon travail dans le conseil où c'était intense, et bien sûr que j'avais aussi des hauts et des bas, mais là vraiment l'ascenseur émotionnel, je trouve qu'il est particulièrement dense, quoi. Donc voilà. Ouais. Donc, après, est-ce qu'à un moment donné, tu as déjà regretté cette décision ou pas? Non, pas du tout. Depuis que tu l'as prise. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Je pense que je doute évidemment. Il y a des jours où, je sais pas, je fais des super rencontres, tu vois, on se rencontre hier, et puis de rencontrer des gens qui font la même chose, qui sont sur le même chemin et tout, ça me porte et ça me donne de l'espoir. Et puis il y a des jours où en fait j'ai écrit 3 posts et en fait je les trouve nuls, ou alors j'ai l'impression d'avoir écrit des posts super qui me font vibrer et j'ai l'impression de dire ce que j'ai envie de dire et puis en fait ça marche pas du tout. Et en fait ouais, il y a plein de moments où je doute et c'est dur, mais ça dure jamais très longtemps parce qu'au final je dis souvent à ma copine quand on en discute, parce qu'elle aussi a traversé ces phases-là, que honnêtement, je pense que si là je gagnais au loto, que je gagnais une grosse somme d'argent, je ferais rien de différent. Peut-être qu'on aurait une un peu meilleure villa, peut-être qu'on ferait des trucs un peu plus cool, un peu plus cher pour les activités fun qu'on fait. Mais je pense que fondamentalement, sur le cœur de ce que je travaille dans ma vie, c'est ça que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai jamais été aussi aligné de ma vie, quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, tu es dans la place actuelle, tu ne te vois pas autre part qu'ici. Ouais, exactement. Et c'est beau parce que moi aussi je suis dans ce cas-là en me disant mais même si j'avais tout l'argent, comme tu disais, si je gagnais au loto, je ferais toujours mes interviews, je continuerais comme ça parce que je trouve ça, c'est ce qui me passionne, tu vois, donc c'est génial. Et puis ce que tu soulignes, c'est super important parce que les personnes qui se situent dans cette zone, je crois que tu l'appelles zone grise, non? Parce que j'avais commencé à regarder ce que tu m'avais envoyé, zone grise. C'est vraiment pas évident parce que comme tu dis, en fait c'est une situation pas pas vraiment horrible et pas non plus hyper confortable, c'est entre les deux. Mais du coup, tu te laisses vivre, tu es un peu dans un système de robotisation. Tu repousses, tu te dis bon, peut-être que je ferai plus tard, etc. Et au final, en fait, ce qui est bien, c'est que l'exercice que tu as fait, c'est de te dire est-ce que si dans 10-20 ans, je reste ici, quelle sensation je ressens dans mon corps? Et à mon avis, tu as dû ressentir une frustration énorme quand tu as ressenti… Je crois que le plus gros déclic que j'ai eu, c'est de me dire je suis convaincu que si à 40 ans, j'ouvre les yeux et que j'ai pas
j'ai pas fait. J'ai jamais passé le pas. Je m'en voudrais toute ma vie et je pense que ça pourrait me bouffer. Et c'est ce truc-là particulièrement qui m'a fait me dire, en fait, c'est pas. Alors après, ça m'a mis du temps de me mettre dans les bonnes conditions, d'avoir la sécurité financière qui allait bien aussi, parce que j'avais besoin aussi de me rassurer. J'avais peur de ce côté, incertitude, notamment financière, et puis même sur tout le reste. Donc j'ai vraiment essayé. Après, c'est ça que moi m'a appris mon bagage conseil, et je pense que j'ai cette personnalité-là, c'est que par contre, je fais les choses de manière très carrée, très prévisible. Je pense que c'est un avantage parce que du coup, le risque, je le mitigue. En gros, je le minimise, j'essaie de mettre plein de choses en place pour être sûr ok, je prends un risque, mais je suis plus ou moins ok avec ça parce que j'ai plein de choses qui me permettent de l'amenuire. Mais en même temps, je pense que les vraies choses qui arrivent dans ta vie, c'est aussi quand tu te mets vraiment en danger, que tu prends un gros risque et que tu n'as pas le choix. Donc bon, mais finalement, je crois que je suis en paix avec ça. Je crois que moi, c'est pas ma personnalité. De vraiment me jeter dans le vide sans filet et tout. Je ne sais pas si honnêtement, psychologiquement, j'aurais réussi à tenir le coup, même si j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma capacité de travail. Ce qu'on essaye de faire tous les deux, ça reste quelque chose de dur, difficile. Voilà, et de long surtout. Et c'est long. Et c'est long. Il nous faut du temps. Exactement. Et je suis pareil que toi, en fait, avant de partir de là où je travaillais avant, pendant 3 ans, j'ai économisé beaucoup d'argent, justement pour un projet futur. Avant, c'était l'immobilier. Après, j'ai changé d'avis, comme je t'avais dit, et finalement, c'est pour voyager et développer mon podcast. Mais tu vois, c'est normal. Si les personnes se disent, allez, je quitte tout du jour au lendemain, en fait, c'est beaucoup plus difficile. En fait, il faut se dire, tu as eu ce déclic-là. Mais en plus, il y a 1 an, de ce que tu m'as dit, ça a pris du temps. Et après, tu as fait les choses pour te dire, bon, je ne pars pas sans rien. Ouais, exactement. Tu vois, et c'est super important de le souligner parce que il y en a plein je pense que oui, il y en a plein qui quittent tout du jour au lendemain et c'est ce que j'ai fait, quoi. Tu vois. Et là, ils se retrouvent dans l'embarras et là, ils sont stressés. Donc, du coup, quand tu es stressé, tu as moins de créativité. En fait, tout dépend des personnes, mais en tout cas, moi, et je pense que toi, tu es pareil. Ça nous impacte dans la créativité et on n'est pas aussi aligné. Tu vois. Ouais, complètement. Donc, c'est ouf. Et tu m'avais dit aussi que tu avais lu le livre Miracle Morning. Tu l'as lu à cette période-là, du coup ? Non, je l'ai lu bien avant. Ça, c'était en fait, c'est un des premiers trucs. J'ai fait un échange en Australie, moi, quand j'avais 20 ans. C'était mon Master 2. Et c'est en revenant d'Australie, je suis allé m'installer aux Pays-Bas. J'ai fait un autre Master. Et je suis resté 2 ans aux Pays-Bas après. Et l'Australie, autant ça a été une phase d'expansion, j'ai testé plein de choses, j'ai un peu lâché mes limites, j'ai beaucoup appris à me connaître, c'était aussi mon émancipation vis-à-vis de ma famille, etc. Mais j'ai passé une année exceptionnelle qui a, je pense, crafté ma personnalité, la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, en allant aux Pays-Bas, j'ai voulu remettre un peu de cadre, j'ai voulu vraiment me dire, bon bah voilà, maintenant je me suis beaucoup amusé, cette année elle était géniale, j'ai fait plein d'expériences, etc. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et il y a 2 choses que j'ai implémentées. C'est qu'en Australie, j'avais très très mal géré mon argent. Donc j'ai commencé à mettre… Le premier truc que j'ai fait en dev perso, c'était les finances personnelles. J'ai commencé à compter, à faire mes comptes, à mettre de côté, à respecter mon taux d'épargne, à voir comment je pouvais investir, etc. Et en tirant le fil de ça plus tard, j'ai investi dans bourse et après j'ai fait de l'immobilier. Et après, un autre truc qui m'avait beaucoup marqué, c'était justement le Miracle Morning. Et c'est dès cette période-là que j'ai commencé à me lever tôt, à 5h du matin, à faire toutes les activités de journaling, de méditation. J'ai testé plein de choses et voilà, maintenant ça fait 10 ans que j'expérimente avec ces routines de dev perso. J'ai beaucoup de recul maintenant vis-à-vis de ce livre, c'est ce que je te disais hier. Mais en tout cas, ça structure encore ma vie aujourd'hui, le fait de garder du temps pour faire des choses qui sont importantes pour moi. D'ailleurs, ce temps-là, je ne l'ai pas toujours fait pour faire des activités bien-être. Parfois, ça a été remplacé par du projet. Tu vois, quand je faisais de l'immobilier pur, que j'ai fait mon investissement, j'ai acheté un appart en coloc. J'avais 25 ans, j'étais en conseil et j'avais un rythme qui était hyper important. Et en fait, quand je me levais à 5h du matin, cette phase avant de commencer à travailler à 9h, le 6h, 9h, je le passais sur mon projet IMO en fait. À faire mes recherches, etc. Et donc, c'est une année qui a été vraiment… déjà, le taf, c'était costaud et en plus, elle m'a bien fatigué. Je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait, mais quand tu te lances, tu as toujours ce truc de naïveté, je pense, qui est important. C'est important. Mais c'est vrai que si tu sais ce qui t'attend quand tu te lances, je sais pas si je serais allé. Franchement, je pense que tu ne fais pas finalement. Tu ne fais vraiment pas. Ça, il m'a vraiment coûté, ce projet. Mais je pense que c'est grâce à tous les livres que tu as lus aussi que ça t'a ouvert à autre chose. Tu t'es dit, en fait, il y a quelque chose qui est possible d'autre. Je peux vraiment créer des choses par moi-même, etc. Je pense que c'est peut-être comme ça aussi que ça t'est venu.
Complètement. De toute manière, la lecture a fait partie de ma vie très tôt. Je pense que je lisais beaucoup. J'étais un peu un bookworm en tant qu'enfant. Je me bouffais des gros pavés, les Narnia, etc. Je ne sais pas si tu vois le gros tome Narnia avec tous les livres à l'intérieur. Ça, je me rappelle en sixième, j'ai été dans mon étude et à chaque fois que je finissais mes DM, etc., que j'ai finissé un peu plus tôt, j'ouvrais ce livre et ça m'a pris un an pour lire l'ensemble, quoi. Et j'adorais, c'était exceptionnel. Donc tu lis un peu tout type de livres? Ouais, j'ai beaucoup commencé par de la fiction, des trucs, c'est pour ça que j'aime bien la science-fiction, je pense aussi un film, parce que ces fictions-là, quand j'étais petit, ont beaucoup nourri mon imagination, donc ça c'était cool. Quand j'ai eu mon premier ordi à la fac, j'ai arrêté de lire complètement. L'ordinateur a sorti la lecture de ma vie du jour au lendemain. Donc ça a été un vrai truc et j'ai repris en arrivant aux Pays-Bas. J'ai commencé un petit peu à lire, mais je lisais beaucoup de dev perso. Je pense que là j'ai fait 2-3 ans où tout ce que je lisais c'était du dev perso, Père riche, Père pauvre, Miracle Morning, enfin you name it, tous les classiques de dev perso, je pense que j'ai tout consommé. Voilà, et je les consommais, je pense que c'est les erreurs que font beaucoup, mais c'est que du coup tu lis et tu prends pas le temps de vraiment faire l'expérimentation, de tester pour toi, etc. Donc finalement je sais pas ce qui m'en reste beaucoup. Le seul truc que j'ai vraiment implémenté c'est les Miracle Morning et en final c'est avec ça que c'est un des trucs qui a le plus structuré ma vie. Et qui t'a construit en fait finalement dans ce que tu fais actuellement. Ouais, complètement. Et donc du coup aujourd'hui on va parler d'un livre qui t'a stimulé ta créativité, qui te permet justement de rentrer, je pense, en introspection profonde actuellement, qui s'appelle Libérer votre créativité, que tu as juste ici. Si tu veux le montrer aux personnes qui regardent. Il a un peu vécu, hein, il a douillé. Mais en tout cas, ça veut dire que tu l'utilises bien. Je le trimballe partout et je le lis. Du coup, si tu veux, j'explique un petit peu le principe. Mais oui, bien sûr. Donc, c'est pas vraiment un livre, c'est un cours que Julia Cameron avait l'habitude d'enseigner à l'université et puis même dans des workshops à titre personnel. Et donc c'est un cours qui est organisé sur 12 semaines. Et en fait le livre il consolide l'ensemble de ces lectures qu'elle faisait sur 12 semaines. Donc il y a 12 chapitres et c'est un chapitre par semaine. Et à la fin, tu as des exercices pour mettre en pratique. Et vraiment, donc celui-là, je l'aime bien parce qu'il est vraiment structuré pour justement implémenter. Et c'est quelque chose qui impacte énormément ma vie et la manière dont je m'organise et ce que je fais dans la journée. Et puis même, on parlera peut-être de quelques exercices, etc. Mais ouais, c'est des trucs qui sont en train de complètement changer la conception que j'ai de la créativité et ma pratique surtout. Bien sûr. Et puis ce qui est bien justement, c'est comme tu dis, c'est que tu as l'histoire, son histoire, etc. Mais à la fin, tu as toujours des petits exercices. Ouais. Donc à mon avis, c'est pas un livre que tu lis sur le transat, tout ça, tu es sur ta table, en train de prendre des notes. Je te vois très bien faire. Et je pense que moi, j'ai fait la même chose parce que je l'ai lu aussi. Ouais. Et ça m'a permis justement de développer ma créativité d'une manière incroyable. Avec le premier exercice, je pense que tu vas nous parler, qui est vraiment pour moi life-changing. C'est un banger, comme on dit. Voilà, life-changing. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Ouais, il y a deux exercices principaux qui sont, je pense, aussi importants l'un de l'autre que Julia a introduit dès le début de son livre. Le premier, c'est les pages du matin. Donc, c'est le fait de faire 3 pages tous les matins. La première chose que tu fais, c'est que tu ouvres ton ordi ou ton cahier. Moi, j'ai du mal à écrire pour le coup à la main et ça me prendrait beaucoup de temps. Je pense que c'est bien et ça a plein d'avantages, mais je tape assez vite et du coup, j'arrive à taper au fil de ma pensée. Et surtout, j'aime bien reprendre aussi ce que j'écris, mine de rien. J'aime bien retravailler des choses. Parfois, ce qui sort en premier jet, c'est juste moche. Et parfois, j'aime bien aussi juste retravailler sur mon texte, etc. Donc, c'est plus facile pour moi d'avoir une version digitale. Mais donc voilà, donc j'ouvre mon Word et j'ai un Word là depuis 2 mois et demi. J'ai commencé en arrivant ici à Bali. J'écris 3 pages du matin. Donc ça, c'est le premier exercice. Il y a un autre exercice qui est le rendez-vous avec l'artiste où tu dois te faire un petit moment dans la semaine, seul, pas forcément quand même seul de préférence, mais bon, moi j'ai eu un peu de mal à le faire seul, j'ai un peu plus de mal à cet exercice, mais j'essaie quand même de le faire un peu. Où là, c'est plutôt, tu te mets dans une situation d'écoute vis-à-vis de quelque chose qui peut t'inspirer. Mais ça peut être n'importe quoi en fait, ça peut être une activité que tu fais toi pour prendre soin de toi. Moi j'aime par exemple le tennis, tu vois, c'est du sport, mais c'est quelque chose qui me permet de me recharger, où je me sens bien, je suis dans un état de flow. Donc parfois mon rendez-vous avec l'artiste c'était le tennis, ça peut être une expo, ça peut être le fait d'écouter un album. Enfin,
En tout cas, c'est quelque chose où tu vas te mettre un peu à l'écoute et qui est censé te nourrir. Faut pas aller au musée si tu trouves que c'est chiant, par exemple. Tu vois, si par exemple tu veux ton rendez-vous avec la c'est de faire de la céramique, si c'est de peindre un truc, enfin voilà. C'est un moment pour toi où tu fais quelque chose de créatif, où tu te nourris de quelque chose de créatif, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est deux exercices qui t'ont permis justement de rentrer en introspection, de trouver des réponses à tes questions. Qu'est-ce qui t'a concrètement… Les pages du matin, alors ce que j'aime avec Julia, c'est qu'elle justement, elle te prévient bien que c'est un exercice qui va être frustrant. Parfois, tu vas avoir rien à dire, etc. Mais il faut quand même écrire. Si tu n'as rien à dire, écris que tu n'as rien à dire. Si tu es énervé, écris que tu es énervé. Si tu penses que des pages du matin, c'est de la merde, dis que c'est de la merde. Et juste marque et remplis 3 pages. Tu vois. Je pense que déjà, je suis tellement dans une phase de transformation 360 degrés dans ma vie aujourd'hui que c'est vrai que le fait d'écrire tous les jours en étant à Bali, ça m'a permis d'ancrer des choses, de me rendre compte à quel point les choses bougeaient vite, qu'il se passait plein de choses, de digérer aussi ce qui se passait. Parce que je pense que parfois, tu peux rentrer dans une phase comme ça qui est ultra dense et en fait, tu enchaînes les journées et tu ne prends pas forcément le temps. Tu m'as dit hier que toi, tu aimais bien rentrer le soir et digérer et machin. Ouais. Et en fait, tu vois, moi, je suis avec Marie, on est en couple. Donc, tu peux vite bouffer ce moment de « Ok, je viens de passer une journée, là, je me pose, il s'est passé plein de trucs, attends, je digère. » Et en fait, les pages du matin, je pense que déjà, elles m'aident à faire ça. Tu vois, à mettre sur le papier de « Waouh, attends, hier, il s'est passé ça, ça, ça. En fait, je me suis senti comme ci, comme ça. » Donc, ça, c'est vraiment super cool. Un autre truc, c'est que ça m'a permis de déclencher, il y a une des semaines qui est un peu orientée là-dessus en exercice, c'est d'être dans l'observation. Et parfois, tu vois, j'ai rien à dire sur mes pages et du coup, je me pose et je regarde autour de moi et en fait, je décris, tu vois, on est sur une terrasse, je sais pas, les couleurs sont harmonieuses, il y a du vert, il y a du marron et ça m'a forcé à me remettre un peu d'observation dans ma vie. Moi, je pense que je peux être très tunnel et tu vois, je pense beaucoup à l'avenir. Quand tu fais un peu le dev perso, tu es très dans la planification et tu peux t'enlever ce truc de vivre dans le moment présent. Et en fait, l'observation de ton environnement, c'est quelque chose qui remet un peu, qui peut remettre un peu cette observation. Donc ça m'a vraiment aidé. Et puis, je ne veux pas spoiler ce qu'il y a dans le livre, mais généralement, dans les pages du matin, au bout d'une page et demie, c'est un peu l'instant de vérité. C'est-à-dire que tu as une page et demie de blablabla, hier, machin, je me sentais comme ça. Et puis, au bout d'une page et demie, tu commences à arriver, si tu n'as plus rien à dire, donc tu commences à déterrer les trucs qui sont les vrais trucs, tu vois, en fait, ce truc-là, ça m'avait traversé l'esprit hier, après je l'ai enterré, mais en fait, tu vois, il y a un vrai truc cette conversation-là avec cette personne, en fait, elle m'a dérangé, pourquoi et en fait, le principe, c'est de te dire, quand il y a des trucs qui t'énervent, peut-être tu es contrarié pour quelque chose, je sais pas, tu t'es embrouillé avec tes parents ou n'importe qui. En fait, si tu t'en parles dans tes pages du matin pendant 4 jours d'affilée, au bout d'un moment, toi-même, tu vas te saouler de te plaindre de quelque chose, tu vois. Donc, naturellement, le fait d'en parler et de mettre les choses à plat, ton cerveau se branche sur un truc de en fait, ok, mais maintenant, so what, tu vois. Donc, tu vas chercher des solutions, etc. En fait, c'est comme peut-être une phase où tu fais aussi question-réponse et ça te permet en fait de faire une auto-analyse de la situation. Ouais. Et c'est vrai que de dresser par écrit ce qu'on pense, ça nous permet d'avoir une charge moins lourde du coup dans les pensées. Et donc du coup, tu y penses moins parce que tu l'as couché par écrit. Et même parfois sur ce truc-là, tu as l'impression d'avoir un énorme brouillard et te dire ouais mais en fait tel problème, il y a eu trop de trucs et tout. Et en fait, tu le mets à l'écrit et en fait, ça tient sur un paragraphe et tu te dis ah ouais, en fait, ça va, tu vois, j'ai pas la tête si pleine que ça, quoi. Vrai. Donc ça, c'est un vrai truc. Ça, c'est un vrai truc. Et ça équivaut aussi pour, tu sais, les personnes qui disent « Ah, j'ai beaucoup de choses à faire. » Ok, note ce que tu as à faire. Finalement, tu as 3 choses à faire. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu les notes, tu as l'esprit libéré et du coup, tu es moins stressé aussi, tu vois. Ça équivaut pour ça aussi. Et je pense que c'est à ce moment-là, et c'est pour ça que c'est un exercice de créativité, c'est parce que quand tu te sors toute cette charge mentale de brouillard, de petites choses mais qui t'occupent l'esprit, c'est là que tu fais de la place pour des choses, pour ensuite… de la créativité. Enfin, il y a une semaine aussi dans le livre où elle parle de se connecter à la source. Enfin, le livre est très spirituel, peut-être qu'on en parlera plus en détail dans une seconde, mais pour Julia, en fait, la créativité, c'est quelque chose de spirituel, c'est de la création. Alors, elle parle beaucoup de Dieu dans le livre, mais Dieu, c'est tout ce que tu considères que ça peut être. C'est-à-dire qu'il y en a pour certains, c'est de la religion, c'est Dieu. D'autres, c'est une énergie. C'est spirituel, donc c'est quelque chose qui est en nous. C'est tout ce que tu veux, mais en tout cas, il y a vraiment une hypothèse il y a quelque chose de plus grand que nous
qui est l'énergie créatrice qui a créé le monde, les choses et le monde aussi magnifique qu'on le connaît. Et en fait, quand tu arrives à te connecter à cette énergie-là, c'est là que tu deviens le médium qui s'exprime. Mais du coup, pour réussir à laisser cette créativité-là se connecter à toi, se brancher à la source, tu vois, il faut que tu aies la place pour le faire. Donc, ça passe par décharger son mental, décharger son cerveau dans 3 pages tous les matins. Tu vois. Ouais. Donc, c'est ça le principe. Et en vrai, ce qui a été assez fou, c'est que moi, tu vois, pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que je me suis dit, ok, là, je me lance dans la création de contenu. Et moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de pas créatif. Tu vois. Et d'ailleurs, comme quelqu'un qui n'a pas de goût, d'esthétisme, etc. Et ça, c'est un des trucs que j'ai vraiment cliqué en arrivant à Bali. C'est que je me suis dit, mais en fait, arrête, ce truc-là, c'est une croyance limitante. Moi, j'ai fait du sport toute ma vie, en fait. J'ai fait du tennis en compétition de mes 3 ans à mes 18 ans, tu vois. Donc, je fais tennis. J'ai eu très, très peu d'énergie créatrice, pour être créative, pardon. Et donc, voilà. Et donc, je me disais tout le temps que j'étais pas quelqu'un de créatif, alors qu'en fait, la créativité, elle s'exprime de 1000 manières différentes. Évidemment que je suis capable d'être créatif. Mais du coup, bah voilà, il y a aussi des affirmations pour te répéter que oui, tu peux être créatif, etc. Et petit à petit, j'ai commencé à considérer qu'en fait, oui, je peux avoir du goût. Oui, en fait, il y a des formes où il y a des esthétismes qui me parlent plus que d'autres. Et oui, je suis capable aussi de créer des choses. Et petit à petit, progressivement plutôt, dans mes pages du matin, j'ai commencé à écrire des choses, tu vois, à faire un peu de poésie, à écrire des petits textes qui me plaisaient. Et en fait, il y a assez vite, il y a des petites choses qui sont arrivées dans les pages du matin. Tu vois. Juliette dit que dans les siennes, en fait, il y a des romans qui sont sortis au bout de 3-4 mois. Pendant 3-4 mois, d'ailleurs, là, je suis pas tout à fait au bout du livre. Et il y a un exercice qui va être de relire mes pages que j'ai pas relu depuis le début. Et en fait, je pense que je vais les relire et je pense que je vais être déçu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, c'est juste du déchet, c'est du bruit, tu vois. C'est le bruit que tu te sors de la tête. Mais je pense qu'il y a quand même des petites choses que je vais retrouver et je vais me dire, ah ok, ça c'est une idée intéressante qui en fait m'a suivi, je l'avais sorti ce jour-là. Et je pense que dans ma création de contenu ou même dans d'autres choses, parce que je pense qu'aujourd'hui ma créativité elle est orientée dans faire du contenu, tu vois, avoir des idées originales, etc. Et puis aussi la manière dont j'écris, la forme, le style. On va dire que ma créativité aujourd'hui elle s'exprime là, mais en fait j'espère que ma vie de créateur de contenu sera longue et il y aura plein d'autres choses, plein d'autres formats et je me ferme pas du tout de porte. Ce qui est intéressant de souligner aussi dans ce que tu dis, c'est que quelqu'un de pas créatif de base peut devenir créatif justement. C'est quelque chose, c'est comme un muscle en fait, ça se développe au fur et à mesure, mais il faut faire les exercices du livre, il faut se forcer à se dire ok, même si j'ai rien à écrire, ben voilà, je laisse ma main glisser sur le papier ou sur l'ordinateur, sur le clavier, mais j'écris quelque chose quand même, tu vois. Et je pense qu'on peut être tous créatifs, comme tu dis. Moi aussi, je pensais que j'étais pas créative, mais finalement, je me surprends à être de plus en plus créative, tu vois. Et je suis en train de me rendre compte à quel point la créativité est en train d'équilibrer ma vie en fait. Je me rends compte à quel point c'est une activité qui est fondamentale pour la santé mentale, la clarté d'esprit. C'est vraiment quelque chose qui fondamentalement te fait te sentir bien. Tu vois, je commence à avoir un petit peu ce ressenti-là. Mais il y a d'autres side effects qui sont assez fous. Alors c'est dingue parce qu'à chaque fois j'ai eu des espèces de synchronie avec le livre où j'avais des idées dans la tête qui venaient. Par exemple, il y a un moment donné où je me suis vraiment fait la remarque, je me suis dit mais là je rêve vraiment de manière plus puissante qu'avant. J'ai eu une phase quand je suis arrivé entre ma semaine 3 et ma semaine 4. Enfin, ça a duré 2 semaines où toutes les nuits je faisais des rêves de dingue. Mais vraiment ultra lucide. Où c'est très clair, je me levais, je m'en rappelais, je les notais, etc. Tellement ça me paraissait fou ce que je venais de rêver. Et 2 semaines plus tard, j'ouvre un chapitre et elle parle du livre en disant vous avez peut-être déjà commencé à sentir plus de rêves, machin. Et j'étais là, waouh, c'est fou en fait. C'est un side effect qui est connu quand tu fais ces exercices-là et qui ça montre à quel point. Alors cette phase-là, elle s'est calmée à mon grand désespoir parce que vraiment c'était vraiment incroyable. Mais ça montre à quel point quand tu fais ça, tu réveilles une partie de ton cerveau, ta manière de voir les choses, ta manière de concevoir les choses. Je pense que ça impacte vraiment beaucoup de choses, quoi. Bien sûr. Et puis aussi, tu parlais de spiritualité dans ce livre. Elle a un passage aussi qui m'avait marqué où c'était demander et vous recevrez. Et je ne sais pas si toi ça te fait cet effet, mais le fait que tu aies débloqué quelque chose, donc que tu aies quitté ton job et que tu fais quelque chose maintenant qui te plaît et que tu es en paix avec ça.
dis-moi si toi aussi ça te fait la même chose que moi, mais j'ai l'impression que maintenant, la vie te donne un coup de pouce, tu rencontres les bonnes personnes, tout est beaucoup plus fluide, même s'il y a des moments où tu doutes, etc. Mais tu vois, c'est comme si ça bloque plus. Tu vois, c'est fluide parce que tu demandes, parce que tu te nourris, parce que tu vas vers ce qui te plaît profondément, tu vois. Complètement. Alors ça, Julie appelle ça le principe de synchronie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te laisses la possibilité et que tu demandes les choses, subitement, comme par hasard, tu te retrouves à côté des personnes pile dont tu as besoin ou la bonne rencontre ou le bon coup de pouce. Et en vrai, c'est assez fou. Ouais. Moi, je me suis fait le nombre de moments où, tu vois, après, je pense que le fait d'être à Bali, ça a aidé forcément de rencontrer des gens. Mais tu vois, nous, on se rencontre. Le fait qu'on se rencontre, c'est parce que vraiment de pur hasard, j'ai découvert les cercles d'hommes ici à Bali. Et en fait, à travers ça, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, de créateurs de contenu qui du coup m'ont inspiré, m'ont donné plein de tips pour avancer aussi sur le chemin qui est le mien. Et donc c'est vraiment assez fou. Et plus tu y crois, plus tu le vois, plus tu y crois. Tu vois, il y a un côté. Mais clairement, et moi des fois je me fais pause dans ma vie, et je me dis mais comment ça se fait que c'est aussi fluide, tu vois? Comment ça se fait que j'ai ces opportunités-là, etc. Et après, je me dis mais je me le suis créé, tu vois. Comme toi tu te l'es créé. Si tu étais resté dans ta situation, ce genre de choses ne serait pas arrivé, tu vois. Complètement. Donc c'est ça qui est super important. C'est important de le souligner aussi. Et ce qui est vraiment intéressant aussi dans le livre et ce qui est dur, c'est que tu travailles aussi sur tes peurs, le fait que, tu vois, moi j'ai vraiment travaillé sur le fait que, en fait, je crois qu'au fond de moi, là c'est un blocage sur lequel je travaille en ce moment, mais tu vois, j'ai presque peur d'être lu. Tu vois, en fait, je sais, au fond de moi, j'ai peur d'être lu, j'ai peur de la fiabilité de mes idées, etc. Donc il y a plein d'exercices sur le livre pour essayer de faire sentir. En fait, imagine-toi vraiment être dans la situation, etc. Qu'est-ce que tu ressens? Écris-le. Ok, maintenant déchire-le. Enfin, tu vois, il y a des exercices, on pourra peut-être en citer quelques-uns, mais il y a des trucs où vraiment ça te fait mettre en pratique les choses et ça te fait sauter les verrous, tu vois, petit à petit. Mais ça me bouge énormément ce livre. Tu vois, il y a vraiment un côté où il y a des trucs, c'est dur. Tu sens que à l'intérieur, tu as les émotions qui remuent, etc. C'est pas évident. C'est un vrai gros morceau, mais je sais que pourquoi je le fais et je suis trop content de le faire. Je vois à quel point ma vie change et que j'abandonne d'anciennes croyances et j'en adapte de nouvelles, tu vois. Est-ce que cette phase d'introspection, tu es assidu dans cette phase d'introspection tous les jours un petit peu ou en fonction de ton énergie? Je me rends compte que c'est le truc que j'ai priorisé. Au début, les pages du matin, c'est assez dur. Et tu te dis, mais en fait, j'arrive pas à remplir 3 pages. Il y a des jours où franchement, je suis à 1 page et je me dis, il y a encore 2 pages, là, je vais pas y arriver, quoi. J'ai vraiment rien à dire. Et en fait, tu te forces et tu traverses, tu te dis que tu n'as rien à dire. C'est ce qu'on se disait hier. Et en fait, d'un seul coup, bam, il y a un truc qui arrive et tu te dis, ah, mais oui, en fait, j'ai pas parlé de ça et tout, je pourrais parler de ça. Et puis tu tires le fil et puis en fait, limite, tu n'arrives pas à t'arrêter, tu vois. Mais bon, il y a d'autres jours où c'est vraiment dur et tu n'arrives pas à remplir et tu te forces à remplir. Et est-ce que ça te l'a fait quand c'est dur, quand c'est compliqué? Parfois, c'est là où tu as les meilleures idées qui viennent finalement. Tu creuses, et d'un coup, tu as des choses qui viennent. C'est ce qui te fait sortir. Complètement. Et je me rends compte que progressivement, en fait, c'est un exercice qui est devenu assez indispensable, quoi. Tu vois, je pourrais presque plus m'en passer et assez naturellement, je l'ai priorisé. Tu vois, même quand j'ai pas le temps de faire toute ma routine, en fait, le truc que je priorise, c'est les pages du matin et ça, je le fais. Et après, j'ai mes affirmations aussi qui sont… Le fait d'avoir remis des affirmations et d'avoir remis de l'écriture, c'est deux choses là, dans cette phase-là de ma vie, je me rends compte qui me servent énormément et qui m'aident à visualiser, à croire. Genre là, j'arrive à un stade où j'ai tellement lu mes affirmations, j'ai tellement lu mes objectifs, je me suis tellement dit que j'allais être créatif que ça y est, je me dis… la croyance à l'intérieur, elle est en train de devenir béton. Au début, tu lis ton affirmation et tu te dis, tu vois, je sais plus, il faudrait que je te la lise, mais c'est marqué du genre, je suis capable d'être extrêmement créatif, tu vois, ou un truc comme ça. Et tu la lis et tu te dis, mais non, peut-être plus tu lis une affirmation, elle te paraît ridicule, plus c'est celle-là qu'il va falloir que tu bourrines parce que… et maintenant, je la lis et je suis en mode, ouais, tu vois, let's go. Je suis créatif, tu vois. Et maintenant, plus je la lis, plus ça s'implémente, plus ma croyance, elle change. Et je me dis que je me fais confiance. Et ça impacte tout en fait, tu vois. Genre c'est tout bête, mais je pouvais pas. Avant, j'avais beaucoup de mal à acheter des fringues seul. Tu vois, j'avais besoin d'être avec quelqu'un
parce que j'avais besoin de me dire ce truc je le trouve bien et de le faire valider en fait. Et ma sœur m'a acheté beaucoup de fringues, tu vois, j'avais du mal à avoir mon style en fait parce que j'avais pas confiance en mes goûts, parce que au fond je considérais que j'étais pas créatif, donc je pouvais pas avoir de goût, tu vois. Et là, en étant à Bali, je suis allé faire une après-midi de thrift shop, de fripe seul. Et en fait, je suis sorti qu'avec des trucs et tout. Et j'étais trop content. J'ai acheté des trucs tout seul. Mais c'est con, tu vois, j'ai 30 ans, mais ça m'était pas encore arrivé, quoi. Et j'étais trop content. Et je suis trop content de ce que j'ai acheté. Et quand je l'ai montré à ma copine, elle m'a dit que c'était trop stylé et tout. Et j'étais trop fier de moi, tu vois. Et en fait, c'est des petites choses comme ça. Mais je me rends compte à quel point ce livre a déjà impacté ma vie sur plein d'aspects différents. Et justement, moi je trouve que c'est en te mettant à l'action et c'est en nourrissant ta créativité que tu as plus confiance en toi. Tu te dis, ah d'accord, mais je suis capable en fait, tu vois. Ouais. Et il y en a plein qui attendent d'avoir confiance pour pouvoir commencer ce genre d'étape, etc. Mais en fait non, la confiance pour moi elle vient en nourrissant ta créativité, en réalisant, en sortant de ta zone de confort, par la discipline, tu vois. Toutes ces choses-là qui nourrissent ta confiance aussi. Donc c'est super important, tu vois. Ouais, complet. Et j'avais envie d'aborder 2 thèmes avec toi dans ce livre qui avait fait sens pour moi. Tout ce qui est perfectionnisme, donc le passage sur le perfectionnisme. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu es quelqu'un de perfectionniste? Et comment tu as fait, si tu l'es, pour essayer de l'être un petit peu moins, de travailler sur ça? Je suis quelqu'un de perfectionniste à fond. Je crois que de plus en plus, parce que je suis dans cette phase de ma vie où là il faut faire, tu vois, j'apprends à lâcher et à me dire de plus en plus le but c'est que ce soit fait. Il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup aidé. J'avais écouté un TEDx de l'auteur de Mange Priem qui s'appelle Elisabeth Gilbert. Gilbert, exactement. Et en fait, elle raconte, et Julia reprend la même idée dans son livre, elle raconte que quand elle écrivait ce livre-là, elle doutait tous les jours de sa vie, etc. Mais que le message final de son TED Talk, c'est de dire au final, peu importe la qualité de ce que je pense que j'écris, ce qui compte pour moi, c'est d'écrire. Et Dieu ou l'entité créatrice suprême prendra soin de la qualité. C'est en fait, toi, ta responsabilité, c'est la quantité. Et la source, tu vois, la responsabilité, c'est sa responsabilité à elle, c'est la qualité. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a aidé à me dire, en fait, arrête de juger la manière dont tu écris et tout. En fait, écris. Ce qui compte, c'est d'écrire. C'est le process, tu vois. C'est pas le résultat. C'est tous les jours de show up et de faire toi ta part. Et peu importe ce dans quoi tu veux être créatif, mais fais-le en fait, tu vois. Et fais-le de manière consistante tous les jours. Il faut prendre du plaisir là-dedans. Et le livre est extrêmement centré là-dessus sur qu'est-ce qui te plaît, comment tu peux choyer ton petit enfant intérieur. Tu vois, il y a même un exercice, c'est tu te fais un plaisir par jour. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Parce que dans la discipline, tu vois, dans ce côté un peu faire des choses, réussir sa vie et tout, tu peux vite rentrer dans quelque chose où tu t'imposes tout, tu vois. Tu t'imposes de te lever tôt, tu t'imposes de respecter ta to-do, tu t'imposes de bombarder et du coup, tu peux détruire un peu cette écoute de ton corps, de ton mental, etc. Et le livre, il est très axé sur, en fait, écoute-toi, fais-toi plaisir. C'est faux le mythe de l'artiste incompris. Tu vois, non, en fait, ton artiste, c'est ton petit enfant intérieur. Et plus tu le traites comme un enfant et tu écoutes ses caprices, tu essaies de le consoler, tu lui fais plaisir avec des cadeaux random, etc. Plus en fait, ça va te nourrir ta capacité à avoir confiance, tu vois, à produire, à être créatif, à libérer cette énergie-là, etc. quoi. Ah oui, et puis en plus, elle disait aussi que, en fait, il faut accepter d'être moyen au début pour pouvoir après s'améliorer, tu vois. Parce qu'on ne peut pas dès le début prendre un truc parfait, tout lisse. Non, c'est pas possible. Il faut accepter justement parce que sinon tu commences jamais. C'est ça les risques. Se dire j'attends le moment parfait et en fait on est tellement dur avec soi-même que ce moment parfait il n'existe pas, tu vois. Complet. Et elle parle pas mal dans le livre de le fait que quand tu commences à faire quelque chose, il faut vraiment faire attention à tout ce qui est critique parce que même de la critique constructive. Et imaginons, tu vois, je sais pas, j'écris un premier truc en me disant ok là j'ai écrit un texte, je suis un peu content et tout et en fait je le montre à quelqu'un même si c'est un proche et il va me faire une critique constructive mais au fond ça va me blesser, ça va, tu vois, et là potentiellement c'est à risque que tu abandonnes en fait. Donc elle dit vraiment dans les premiers temps, surtout ne montre pas tes pages du matin à personne, tu vois.
prends le temps et assure-toi que le travail, quand tu le montes, c'est des gens qui vont vraiment être très positifs, très encourageants et mets-toi dans cette bulle parce que tu viens d'initier un petit quelque chose donc forcément c'est nul. Forcément, c'est nul en fait. Et c'est normal que ça soit nul et ça doit être nul en fait. Tu vois, ça doit être nul. Ouais, donc, si ce truc-là, tu commences à le montrer et qu'en fait les gens le détruisent, en fait, ça va te massacrer et là, tu vas enterrer ta créativité pour toujours. Et c'est bien, elle donne plein d'exemples de gens aussi qui sont assez connus, mais tous les gens qui ont fait de la création, ils ont ressenti ce truc-là à un moment donné. Et il y en a plein qui ont des romans, des best-sellers, etc., qui dorment sur des étagères juste parce qu'ils l'ont montré à une personne et que la personne leur a fait un éditeur un peu de mauvaise humeur un jour qui a détruit ce truc-là. Ils l'ont même pas envoyé un deuxième éditeur derrière, quoi. Tu vois, donc, et on a tous un peu ce truc-là. Donc ouais, sur ce rapport au perfectionnisme, je pense que c'est ce que j'ai compris en lisant ce livre, c'est que il faut vraiment recentrer sur le process, sur comment tu te sens, sur ce qui te fait plaisir. Est-ce que tu kiffes? Est-ce que là tu fais un truc, ça te fait kiffer? Non, te force pas, reste à l'écoute, crée du vide aussi pour que tu puisses être à l'écoute. Ouais. Ça passe par les pages du matin, mais ça passe aussi par du vide dans ta journée. Tu vois, le fait d'aller marcher sans musique, sans rien, ou même avec de la musique, mais juste de marcher, de laisser tes pensées se balader, etc. pour voir ce qui émerge de ça, quoi. Bien sûr, c'est super important. Et pas se focus sur le résultat, mais plutôt sur le process. Pour le process, et comme tu dis, tant que ça nous fait du bien, dans tous les cas, ce sera bénéfique. Donc ça, c'est super important. Ouais, complètement. Oui, c'est un truc de santé mentale au final. Et donc, du coup, maintenant, tu es moins perfectionniste. Tu le ressens. En tout cas, sur mes enjeux créatifs, ouais. Après, je pense que dans ma vie, mais ouais, je sens à quel point ça se diffuse finalement dans tout le reste de ce que je fais. Et ouais, maintenant, je suis plutôt sur un truc de faire, tu vois, même ça me parle de ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, tu filmes, t'installes et tout, même ton podcast, mais tu sais que ça va pas être parfait, mais en fait, c'est pas grave, ça sera fait. Le fait est toujours mieux que le parfait, dans tous les cas. Donc, plus ça va, plus j'essaye de me mettre dans cette dynamique-là. Et je suis convaincu qu'il faut se péter la gueule plein de fois avant que tu puisses faire quelque chose qui est un peu près du corps et qui est à peu près sympa, tu vois. C'est vrai, complètement. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que, je vais te poser une question comme ça, qui va peut-être t'étonner, mais est-ce que tu as déjà ressenti de la jalousie envers certains créateurs, envers certains copywriters, par exemple, parce que toi tu aimes beaucoup écrire et tout. Est-ce que tu as déjà ressenti cette forme de jalousie? Complètement. Tu m'as posé cette question hier et j'ai repensé du coup. Je pense qu'il y a quelques. Alors je les nommerai pas du coup, mais je pense qu'il y a un ou deux créateurs sur LinkedIn que j'aime moins, ou en tout cas qui m'ont énervé et par le ton qu'ils employaient, etc. Et je pense que j'ai eu de la jalousie de voir que ces gars-là ils réussissaient là où moi j'essaye de réussir et j'essaye de mettre le bon niveau justement de valeur, de respect et tout. Il y a des choses que je vois parfois et qui me mettent un peu hors de moi sur le ton qui est employé ou le fait que l'argent soit au centre, tu vois, qu'il n'y ait rien d'autre. Donc ouais, je pense que je peux avoir de la jalousie vis-à-vis de... Parce que pour moi, c'est une sorte, et pour moi et pour Julia Cameron, c'est une sorte de boussole. De se dire, si tu ressens de la jalousie, c'est peut-être parce que cette titille, peut-être que toi aussi tu as envie soit de faire pareil, soit là justement d'avoir un esprit critique et de dire, j'ai envie de faire pareil, mais pas de la même manière. Mais au moins, c'est le mais j'ai envie de faire en tout cas. Je pense que c'est un vrai truc. Bien sûr. Et ça m'a aidé énormément quand je t'avais raconté l'anecdote avec mon frère qui a commencé à créer des vidéos YouTube. Et moi, je faisais rien à ce moment-là. Je me suis dit, ah non, mais ça va pas être possible. J'ai ressenti une frustration à l'intérieur. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je fasse un truc. J'étais en train de lire le livre de Julia Cameron. Et là, je me suis dit, il faut que je commence à créer des petites vidéos YouTube, à me lancer. Et regarde maintenant, tu vois, j'ai plus cette frustration parce que je le fais. T'en as eu d'autres des trucs comme ça? Ou c'était le principal? Non, je crois que c'était la vraie jalousie, c'était celle-là. Parce que je suis pas jalouse et envieuse de certaines personnes. C'est comme je t'ai dit, pour moi, je suis à la bonne place, au bon endroit, et j'envie personne, tu vois. C'est plus de la jalousie en mode, elle fait ça, ça me donne envie de faire la même chose et tu vois, j'ai envie d'y arriver, tu vois. Ou peut-être, comme tu disais aussi, certains créateurs de contenu, certaines créatrices de contenu, où j'essaye de me comparer à ce qu'elle faisait avant, tu vois, au lieu de se comparer aussi à ce qu'elle fait maintenant, parce que tu pourras jamais être, tu vois, parce que tu débutes. Ça, c'est dur. Ça, c'est un vrai déclic, il faut se le dire. Hein, parce ça, c'est quelque chose où quand tu as envie de te comparer à quelqu'un,
compare-toi à ses débuts. Tu ne peux pas comparer à sa réussite maintenant, tu vois, parce que ça a mis 3 ans, par exemple, à construire. Toi, tu es au tout début. Complètement. Tu vois. Et ça m'aide aussi à me dire, je regarde pas la dernière vidéo, je regarde la vidéo de, tu vois. Ouais, complètement. Mais tu vois, dès que tu ressens une petite once de jalousie, c'est peut-être que j'aimerais bien faire la même chose, peut-être que moi aussi, mais peut-être différemment, bien sûr, mais c'est une boussole, c'est une sorte de boussole aussi, la jalousie. Tu vois. Même je dirais, les émotions plus largement sont toujours une boussole, tu vois, que ce soit la peur, la colère. Pareil, je ne sais plus exactement ce qu'elle disait sur la colère, Julia, mais ce côté, en fait, la colère, c'est aussi un truc de, il y a quelque chose qui m'a bougé et ça dit soit quelque chose sur moi, soit sur ce que je vois, soit sur ce que j'ai envie de dire, tu vois. Donc d'être connecté à ces émotions, dans tous les cas, c'est quel message je suis en train de ressentir, quoi. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place après la lecture de ce livre? Est-ce que tu garderais les pages du matin? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose en particulier après avoir lu ce livre? Ouais, c'est une bonne question. Je me suis pas trop posé. J'ai commencé à me dire, je pense que les pages du matin, c'est quelque chose que je vais garder dans ma vie. Ouais. C'est trop utile et je sens vraiment la différence. Le rendez-vous avec l'artiste aussi, tu vois. Je sens que d'ailleurs, plus ça allait, plus il y en avait plus qu'un, tu vois. Genre, je rajoutais de plus en plus des choses. Et donc ça aussi, je pense que je vais le garder. Après, je sais pas, il y a des petits exercices qui sont quand même sympas. Enfin, et ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné dans le livre, le fait de faire les exercices, beaucoup au début, c'était, je pouvais les faire à l'écrit, tu vois. Je me suis fait un Notion avec une semaine par cours et puis je remplissais les petits exercices avec ce qu'elle me disait. Parfois, tu vois, il y a des trucs qui sont aussi simples du style, quelles sont les 20 activités que tu aimes faire? Et ensuite, mets en face de ces activités, est-ce qu'il faut les faire seul à plusieurs? Est-ce que c'est cher, pas cher? Est-ce que c'est intellectuel, physique ou spirituel, etc. Ça, déjà, rien que cet exercice-là, il m'a permis de me rendre compte que sur les 20 activités que j'aime et qui me font me sentir bien, il y en a 19 qui sont gratos et il y en a 13 que je peux faire seul. Donc, tu vois, ça te permet de mettre le doigt aussi sur le fait que en fait, j'ai besoin de personne, je peux me faire plaisir tout seul et tu vois. Complètement. Donc ça, c'est quelqu'un pour le faire. Et plus tu avances dans le livre, plus en fait, elle fait sortir les exercices de créativité de ce moment-là où tu pourrais le faire juste à l'écrit. Tu vois, il y avait genre faire un gâteau, aller ramasser des feuilles, les faire sécher, en faire un collage. C'est vrai, je me souviens de cette partie-là. Donc, il y avait quoi la dernière fois? Ramasser des pierres, tu vois, que tu trouves jolies, te faire un petit totem de créativité que tu as avec toi dans tes moments créatifs. Il y a plein de trucs. C'est un délire, elle te donne plein d'astuces. Ah ouais, elle te donne plein de trucs. En vrai, il y a des trucs, tu te dis parfois, tu lèves un peu les yeux au ciel en mode mais... Et puis en fait, tu te dis vas-y. C'est quand même quelqu'un... Enfin, ce livre est quand même... C'est ça qui est cool, je trouve, c'est que la réputation de ce livre le précède. Il a été tellement... il y a eu tellement de louanges sur ce livre par des gens qui sont extrêmement créatifs et je suis encore aujourd'hui beaucoup de créateurs de contenu que j'adore qui en parlent et qui disent que ça a été un game changer pour eux. Mais j'ai envie de dire un peu heureusement parce que sinon il y a des trucs je lirais et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, tu vois, c'est hors de question que je vois pas le rapport et tout et le fait qu'il y a eu autant de résultats, tu te dis ok, c'est que ça vaut, il y a quelque chose donc je vais le faire, tu vois. Complètement. J'aimerais que peut-être que tu t'adresses à la caméra à ce moment-là. Okay. Si tu voulais donner un conseil à une personne qui se trouve actuellement dans ta situation, quand tu étais en CDI, quand tu étais frustré, etc., qui lit des livres mais qui n'arrive pas à se mettre à l'action, qui se dit je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire le premier pas, je suis frustrée et finalement qui reste dans cette routine et qui reste. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou lui conseiller de faire? Je pense qu'il y a 2 choses que je conseillerais principalement. La première, c'est de faire du vide, que ce soit mentalement ou physiquement. Moi, il y a vraiment un truc qui m'a permis d'avoir un déclic, c'est quand je suis parti voyager seul, que j'ai pris du recul dans ma vie, que j'ai ralenti en fait. C'est là que j'ai réussi à avoir des choses qui ont émergé. Donc, le fait d'avoir dans le guidon, de se sentir bloqué, etc., ça ne peut pas changer si à un moment donné, il n'y a pas un changement radical qui est fait sur le rythme déjà. Donc je pense que ça, c'est une première chose et ça, je mets tout là-dedans. C'est-à-dire que le travail peut prendre de la place, mais faire beaucoup la fête peut prendre de la place, voir beaucoup des gens tous les jours peut prendre de la place. Je pense que c'est vraiment
salvateur d'être seul et de faire du vide, c'est-à-dire d'avoir des choses où on est juste dans sa tête, on n'est pas sur son téléphone, on n'est pas à travailler, on n'est pas à essayer de faire quelque chose, juste du vide. Ça, c'est quelque chose qui permet de faire émerger du coup les frustrations et de potentiellement d'avoir des choses qui, notre inconscient qui nous parle sur ce vers quoi on a envie d'aller. Donc moi, il y a un truc que j'ai fait après mon voyage, c'est que j'ai arrêté l'alcool pendant 12 mois. Je me suis fait un challenge d'1 an parce que je me suis dit, ok, c'est plus ce que je veux faire. Je sais que c'est plus ce que je veux faire, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Okay. Et du coup, je veux trouver ces réponses-là et du coup, je veux avoir l'esprit complètement clair pour ne pas le faire. Donc j'ai vraiment ralenti les soirées, arrêté l'alcool. J'ai beaucoup écrit et ça m'a permis d'avancer dans la confiance que j'avais vis-à-vis de mon intuition. Parce que parfois, on a une petite voix, mais on se dit, ah, allez, c'est bon. Mais en fait, quand on se rend compte que la petite voix, elle revient encore et encore sur certaines choses, on se dit, bon, en fait, il y a peut-être vraiment un truc et il faut que j'aille creuser ça. Donc faire ce vide-là, à la fois dans la tête, moi avec l'arrêt de l'alcool et le fait de faire moins la fête, de diminuer en fait la densité de mes journées, de mes semaines, de mes mois, c'est vraiment quelque chose qui a aidé. Voyager solo, ça je le recommande dans tous les cas à tout le monde pour apprendre à se connaître. Exactement. Et puis pour aussi voir du coup les centres d'intérêt qui nous attirent quand on n'a pas d'agenda, quand on se laisse un peu flotter par ok, on a une sorte d'itinéraire, mais on a le temps de changer d'avis, de faire des rencontres, etc. Là, on va vraiment commencer à sentir des choses. Et puis écrire, je pense que écrire, une fois qu'on a fait cette place-là et qu'il y a des choses qui émergent dans notre tête, le fait de les ancrer, c'est quelque chose qui permet de donner de la structure, de donner de la clarté en fait, parce que quand c'est dans notre tête, c'est un peu brouillon. Quand on est forcé d'écrire une phrase avec sujet, verbe, complément qui a du sens, en fait, tout de suite, ça prend une certaine forme avec un certain angle et à partir de ça, on travaille beaucoup mieux, puis ça l'ancre aussi dans la mémoire et ça permet de le rendre réel aussi. Oui. Parfois, on a des intuitions, mais comme c'est que dans notre tête, c'est bon, c'est là, c'est pas là. Quand on l'écrit, ok, on l'ancre. Ça, c'est super intéressant. Et puis aussi, je pense que l'exercice, en fait, tu l'as fait, mais sans penser que c'était un exercice, de te dire, est-ce que si dans 20 ans, je suis encore ici, ça me procure quoi? Ouais. Ça me procure quelle sensation? Comment je vais me sentir si dans 20 ans, je suis au même endroit? Ouais. Et vu ce que ça t'a provoqué, je pense que c'était un bon exercice. Ouais, complètement. C'est bien d'aller encore plus loin dans cet exercice-là. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de… je t'ai envoyé du coup ce que j'ai essayé d'écrire, mais on peut peut-être le dire à l'oral. C'est le fait de vraiment aller loin dans le fait de décrire son quotidien dans 10 ans si on ne fait pas finalement ce que notre intuition nous souffle. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait de cuisiner plus, ça peut être le fait de lancer un projet auquel on pense depuis longtemps, de démissionner pour partir voyager et d'imaginer le futur nous qui n'a pas suivi cette intuition-là et qui est resté dans son travail ou dans sa situation actuelle, de décrire précisément son quotidien et ensuite de faire la même chose avec finalement le fait qu'on ait suivi son intuition. Et là aussi de décrire précisément son quotidien, les rencontres qu'on a faites, ce qu'on a appris, etc. Et ensuite de donner une note à ces deux vies, celles qu'on a, celles qu'on a. Et toi, ça t'a fait un bien fou de faire cet exercice? Ouais. Ça t'a aidé? Ça m'a aidé encore plus à visualiser, à me projeter. Je pense que le cerveau, quand il voit les choses, c'est pour ça que les vision boards, etc., c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mais même le fait d'écrire, d'être très descriptif sur un futur possible, je trouve que ça aide à le rendre réel. Et s'il existe déjà dans ta tête, c'est plus qu'une question de temps pour que tu l'atteignes. Et est-ce que ton entourage était OK avec tes projets? J'ai beaucoup de chance. J'ai une famille qui a toujours supporté, qui m'a toujours encouragé plutôt dans ce que je voulais faire, sans pour autant toujours tout comprendre. Le fait de quitter un CDI très sécurisé pour faire quelque chose, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose que mes parents ne comprennent pas. En tout cas, je pense que vraiment concrètement, ce que j'essaye de faire, ils ne le comprennent pas, mais parce que c'est pas leur génération et en fait, c'est un nouveau monde avec des nouvelles règles, ça fonctionne complètement différemment. Donc, je considère ça normal et c'est plutôt à moi d'essayer de leur expliquer les choses clairement pour que du coup, ils le comprennent. Je pense que ce qu'ils voient, c'est à quel point je suis bien dans ma tête, épanoui, que je me régale, etc. Mais oui, je pense que le fait que je gagne pas encore d'argent grâce à ça, peut-être qu'ils ne se rendent pas vraiment compte aussi de ce que je fais à Bali, le fait que je bosse beaucoup, tu peux vite avoir ce truc-là, en fait, s'il est à Bali,
tranquille et tout, alors que en fait mes journées sont ultra blindées, que je travaille, que je bourrine, etc. Tu vois, mais, et cette phase d'introspection, je le souligne, c'est indispensable pour pouvoir faire après ce qui te plaît dans la vie et ce qui te ressemble le plus dans une vie vraiment alignée. Si tu n'as pas cette phase d'introspection, tu vois, elle est vraiment nécessaire, et d'où le fait que tu aies mis de l'argent de côté et tu peux te permettre de passer tes journées dans l'introspection, tu vois, la plus profonde pour pouvoir complètement. réfléchir à ce que tu veux. La sécurité financière, c'est essentiel pour pouvoir faire ces choses-là de manière apaisée. Sinon, si tu stresses pour l'argent, manger à la fin du mois, etc. Donc là, je sais que je gère bien mon argent et j'ai une phase de globalement 18 mois où je sais qu'il faut que je fasse attention, tu vois, faut pas que je flambe, etc. Mais ça suffira, et je pense qu'en 18 mois, tu as quand même le temps j'ai le temps de faire quelque chose avec ça et de voir où ça mène. Et puis, s'il n'y a rien qui ressort de tout ça, tant pis en fait, tu vois. Je ferai un peu de freelance en cybersécurité à côté, ça me permettra de manger, et tout en continuant ce chemin-là, que de toute manière, tu vois, j'ai plus envie de quitter. Enfin, maintenant, je sais que c'est cette vie-là. C'est cette vie-là. Et c'est pas autrement. Complètement. Et est-ce que tu t'es listé aussi les choses qui te faisaient le plus peur? Si ça marche pas, tu vois, pour te rassurer, pour te dire, mais en fait, dans tous les cas, je pourrais toujours retrouver un job, je pourrais toujours, tu vois, rebondir dans tous les cas. Je pense que ça te sécurise aussi, ça te permet de dire, ok, en fait, je risque pas grand-chose, j'ai pas d'enfant. Exactement. Tu vois, au moment de partir de mon taf, moi toutes les 6 semaines je fais 3-4 jours où je pars seul, justement dans cette logique de créer du vide. Et moi j'aime bien me mettre des objectifs sur l'année, je me mets plein d'objectifs dans tous mes domaines de vie, etc. Avant je le faisais, et en fait au bout de 3-4 mois, ma roadmap, mes objectifs, c'était dans mon ordi, dans un dossier, j'avais un peu oublié, je me relaissais flotter, même s'il y avait quelques angles forts que je suivais quand même dans mon année, tu vois. Mais je me suis dit, j'en ai marre de passer beaucoup de temps à faire de l'introspection, à me fixer des directions que finalement j'abandonne parce que je ne suis pas rigoureux sur le suivi, tu vois. Donc je me suis dit, ça ne marche pas de le faire en me disant que je vais le faire sur ce week-end-là. Ce dont j'ai besoin, c'est de partir et de vraiment me déplacer quelque part où je pars seul. Je prends tu vois, un petit appart, un Airbnb ou un truc comme ça. Et là, sur 3-4 jours, j'essaie de faire le point, et je m'organise maintenant en phase de 6 semaines. Tu vois. Donc, toutes les 6 semaines, j'ai ce week-end-là. Je fais le bilan de ce qui s'est passé en 6 semaines. C'est des moments aussi qui me permettent vraiment de me rendre compte de tout ce qui se passe en 6 semaines. En fait, et surtout dans cette phase-là qui est très très dense, de voir à quel point ça bouge vite, mes croyances, les gens, les rencontres. Tu vois, c'est tellement speed, et ça me permet de prendre un petit peu de recul. Et ça me permet de me fixer des intentions sur la phase qui arrive, en me disant, bon bah ok, en fait, là, vis-à-vis de comment tu t'organises, potentiellement, tu mets un peu trop d'intention sur le sport, alors que tu devrais focus plus sur tu vois, tes objectifs sur LinkedIn et ce genre de choses. Donc, je me resitue là-dessus. En tout cas, ces phases-là, c'est des phases où j'arrive à vraiment remettre du vide et à me projeter sur la phase suivante. Donc, bien sûr. Donc, c'est des trucs qui ont été vraiment essentiels, que j'ai mis aussi en place cette année, et qui font la différence. C'est trop génial. Et je voulais juste revenir sur un autre point, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc toi, comment concrètement tu lis des livres? J'aimerais vraiment que tu nous mettes en avant, voilà, ta phase de lecture. Et moi je te dirais du coup ma phase de lecture aussi, pour pouvoir montrer aux gens comment on lit en fait. Parce qu'en fait, lire un livre, c'est pas juste on ouvre le livre et on lit et on le pose de côté et après on n'y pense plus jamais, tu vois. Est-ce que tu arriverais à savoir un petit peu comment tu gères ça? J'ai beaucoup évolué sur la lecture. Maintenant, j'ai quelques règles d'or sur la façon dont je lis. Donc déjà, la première chose, c'est que je lis le matin dans ma routine, parce que je me suis rendu compte que si je ne mettais pas de la lecture le matin, je ne lisais pas. Ou très rarement. Tu vois, c'est en vacances, je vais avoir envie d'ouvrir un livre un peu, mais bon, comme je prends plus trop de vacances en ce moment, en fait, si je me fixe pas un temps quotidien pour lire, je lis pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans ma routine, et je lis pas beaucoup. Je lis 15 minutes par jour, mais en fait, tu te rends compte qu'en lisant 15 minutes par jour, les livres, tu les tombes assez facilement, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, comme j'essaye d'avoir des idées qui sont… tu vois, j'essaye d'avoir un angle fort sur le sujet du développement personnel. Je veux des idées fortes, et j'essaye de lire au moins la moitié de ce que je lis qui sont des idées anciennes. Parce que j'ai un postulat de base, c'est que les idées qui ont traversé le temps le plus longtemps sont les idées les plus fortes et les plus valables. Tu vois, donc j'essaye de pas trop lire. En tout cas, je le fais quand même parce qu'il y a des livres qui sortent qui m'intéressent, mais en tout cas 50% de mes lectures, c'est que des livres, tu vois, c'est de la philosophie, c'est des livres qui au moins
200-300 ans de la littérature. Enfin, c'est des choses qui ont traversé les époques, parce que je sais que si le livre a autant traversé l'époque, c'est qu'il est très bon. Tu vois, que les livres qui sortent et qui sont oubliés. Par exemple, Comment se faire des amis, c'est un livre qui date maintenant de. Ouais, alors même plus longtemps, tu vois, même des trucs, je sais pas, tu vois, je lis beaucoup de philosophie stoïcienne en ce moment. Donc du coup, du Marc Aurèle, voilà. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça que je lis qui sont un peu plus anciens. Et est-ce que tu te lances des mini-défis, tu vois? Ouais, alors ça, j'ai essayé de me lancer des défis au début de nombre de livres lus dans l'année, mais c'est là je me suis rendu compte que c'est pas valable en fait. Donc en par termes rapport à chaque livre. Ouais, donc en termes de règles, il y a lire le matin, il y a lire des livres anciens, enfin en tout cas qui ont traversé les époques et dont je sais que les thèses en tout cas sont validées, en tout cas intéressantes. Il y a le fait de relire des livres, d'arrêter de lire. Voilà. Je pense qu'il y a des très bons livres qu'il faut relire beaucoup et il y a des trucs qui t'ont impacté. Bah, tu vois, toi c'est l'angle de ton podcast. Donc, je pense que des livres qui ont changé notre vie, ou en tout cas qui ont vraiment amené des idées intéressantes auxquelles on pense souvent, il ne faut pas hésiter à les relire parce que quand tu les relis à une phase différente de ta vie, bah, déjà tu maîtrises de mieux en mieux le livre et tu maîtrises de mieux en mieux les idées. Donc je pense que c'est Bruce Lee qui dit il vaut mieux faire un geste 1000 fois que de faire 1000 fois un geste. Et je pense que pour la lecture c'est pareil, il vaut mieux maîtriser quelques bangers qui sont ultra solides et qui vont constituer le socle de ta philosophie de vie plutôt que d'enchaîner les livres. Donc voilà, et après j'essaye de lire des choses qui sont, tu vois, je lis pas mal de philo, je lis pas mal de dev perso, de trucs scientifiques, tu vois, sur les biais cognitifs ou des choses comme ça, parce que la psychologie, la cognition, c'est des choses qui m'intéressent, donc je lis un peu ça. Et puis après j'essaye de lire des trucs, tu vois, qui sont des romans, tu en parlais un peu de L'île des gauchers, bon, qui est un peu entre développement personnel et roman, mais j'aime bien aussi lire juste un roman et j'adore Melissa d'Acosta. D'accord, ok. Mais je vois très bien. Alors, tu vois, j'ai lu tous ses livres. Elle est partie en Australie pour écrire son premier livre. Je savais pas. En van avec son mari. Ok. Bah, son livre et son premier livre, il est fabuleux, mais j'ai tout lu. Du coup, et donc tu vois, c'est pas sur de la grosse littérature et tout, mais je trouve qu'elle écrit quand même très bien. Elle déclenche beaucoup les émotions et tout, et ça me fait du bien en fait. C'est de la lecture où tu vois, je suis content d'ouvrir ces livres et de le bouffer et de me dire, ouais, là, je rentre chez moi, j'ai qu'une envie, c'est de finir le livre en fait. Tu vois, ce que j'ai moins ça. Avec, tu vois, même un Libérer votre créativité qui est génial, mais il faut que je me pose à mon desk. Voilà. Ça, c'est un enseignement. C'est voilà, t'es avec quelqu'un, c'est une formation, tu vois, limite. Et après, comme j'essaie d'écrire et que je mets beaucoup d'intention là sur mon écriture, j'essaye aussi de lire et en plus, j'apprécie de plus en plus de la littérature. Ok, d'accord. Voilà. C'est super intéressant parce que tu lis beaucoup de choses, tu vois, c'est pas fermé sur un seul. Un livre que j'ai lu qui est complètement fou, c'est Anima, qui a été recommandé par une amie. Qui est exceptionnel. Enfin, tu peux te le noter, celui-là, il est fabuleux. En fait, c'est une histoire qui est racontée que par le prisme d'animaux, en fait. Donc tout est narré, tous les chapitres sont narrés à travers l'œil d'un animal qui suit le caractère principal. Et du coup, tu es dans le ressenti de l'animal, dans la manière dont tu as décrit, et puis c'est de la littérature qui est juste magnifique. Je me le noterai parce que ça m'intéresse beaucoup. Tu vois, moi qui n'avais pas l'habitude de lire ce genre de livre, l'intrigue est fabuleux. Tu vois, quelque chose de plus léger aussi et pas que des livres de dev perso, ces choses-là. Ok. Voilà. J'ai un peu plus de mal encore avec de la littérature qui est vraiment de la grosse littérature où c'est pareil, tu vois, il faut lire et c'est dur et il faut aller chercher les mots et tout. Mais je pense que c'est ça aussi, tu vois, la lecture. C'est parfois il faut. Se challenger. Ouais, c'est se plonger dans la langue aussi, tu vois, et dans la manière de l'utiliser. Voilà, franchement, c'est une amie qui m'a un peu initié à ça, qui adore la littérature, et je lui avais demandé une liste en lui disant si tu devais recommander de la littérature pour initier un newbie comme moi. Et elle m'avait fait une liste dedans, elle m'avait mis Anima, elle m'avait mis du Victor Hugo, enfin voilà, elle m'a mis des choses. Que tu vois, autant j'ai détesté lire à l'école des trucs imposés. Autant maintenant je regrette et j'aimerais bien vraiment me replonger dans les classiques. Je ne maîtrise pas du tout les classiques du Stendhal ou même de la poésie. Mais ça me donne pas envie non plus par contre moi de m'y replonger. C'est pas mon temps, peut-être que dans quelques années j'en aurai envie. Ça, je pense qu'aussi un livre, tu le lis par rapport à ta période actuelle, par rapport à ce que tu lis sur le moment, tu vois. Bah, on en parlait un peu hier, tu vois, mais c'est aussi à quel point ce que tu lis, pour des gens qui sont bloqués, peut-être ça peut être le dernier conseil, mais je pense que dans les lectures, c'est aussi un appel de ton intuition, tu vois, le fait que tu te diriges vers des choses plutôt que d'autres.
c'est aussi en fait, tes centres d'intérêt qui sont en train de se manifester. Donc, tu as des réponses rien que dans le choix de tes lectures, si tu es perdu et que tu ne sais pas quelle direction prendre. Parce que déjà, dans le choix de tes lectures, tu as des réponses potentielles. Bien sûr, c'est super intéressant. Et du coup, tu recommanderais à qui ce livre? En vrai, n'importe qui, je pense. Je le recommanderais encore plus à ceux qui se disent « Ah bah non, la créativité, pas très peu pour moi, c'est pas moi, je suis pas créatif et tout. » Si vous vous dites ça, du coup, achetez-le, lisez-le, faites toutes les lectures de manière hyper assidue. Et après, en vrai, n'importe qui se considère un peu artiste ou qui considère qu'il a une vibe de créativité, mais qui est bloqué en fait, qui ne fait pas de ça son métier ou qui n'est pas allé suffisamment loin. Il y a beaucoup ce thème-là qui revient de l'artiste blessé, incompris, qui a laissé tomber beaucoup. D'ailleurs, elle parle beaucoup de profs qui sont du coup profs et qui enseignent et qui parfois eux-mêmes cassent leurs élèves qui ont une vibe de créativité parce que c'est leur propre artiste frustré qui du coup, à qui ça fait peur de voir une intention créative alors qu'eux-mêmes ils sont pas allés jusqu'au bout de la leur. Donc franchement c'est en tout cas moi c'est en train de transformer ma personnalité et du coup qui je suis, je pense à une grande profondeur. Et donc voilà, je suis ravi. Je sais plus comment j'étais tombé sur ce livre. Je l'avais entendu dans un podcast, je crois. Moi aussi, je l'avais écouté dans un podcast, je sais plus lequel. Mais je me suis dit, tu vois, synchronie pour moi. Pas très connu en France. Typiquement un exemple de synchronie, tu vois. Non, il n'est pas très connu en France. Et la version française est très mal traduite d'ailleurs. Ça, c'est un peu relou parfois. C'est dommage, ouais. En tout cas, celle que j'ai là, qui est de J'ai lu. Je pense qu'en anglais, ceux qui maîtrisent l'anglais, c'est mieux de le lire en version originale. Okay, ouais. Mais sinon, ça se fait quand même très bien. Enfin, tu vois, les exercices, etc. Très bien. J'ai été vraiment ravie de cet échange parce que je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes aussi qui se sentent dans une phase où ils sont bloqués et tout ça, tu vois. Et ça m'a fait plaisir aussi de sortir de mon cadre, un livre qui t'a impacté parce que là, tu es en train de le lire et c'est vraiment tout près dans ta tête et tu es en pleine phase d'introspection et c'est trop intéressant de savoir comment toi, tu mets en application les principes du livre, comment tu traverses cette phase d'introspection. Et je pense que ça pourrait parler à plein de personnes qui se sont retrouvées ou qui se retrouvent encore actuellement dans ta situation. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça ferait grandir le podcast. Et en plus de ça, si vous pouvez le partager à une personne qui en aurait besoin, ça lui ferait beaucoup de bien. Et c'est un cadeau que vous pouvez leur faire en fait, tout simplement. Donc merci Thomas. Et si certains ont des questions, je suis dispo sur LinkedIn. Je mettrai Thomas ton LinkedIn et ton Instagram aussi, donc plutôt LinkedIn quand même. Plutôt LinkedIn pour me contacter. Moi, je suis sûr de répondre. Très bien. Et avec plaisir. Trop bien, j'ai passé un super moment. Merci pour ce que tu fais et ton podcast et l'énergie que tu mets là-dedans et tout. C'est quand tu commences à créer et que tu te rends compte à quel point c'est difficile. J'ai d'autant plus de respect maintenant pour ceux qui essayent et qui y vont et qui mettent leurs pattes comme tu le fais. Complètement. Et je trouve ça génial. Et ça fait plaisir que tu en parles et que tu me le dises. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est important de dire ce qu'on pense aux personnes justement pour les booster, pour leur donner de bonnes énergies. Donc génial. Merci beaucoup.